أزولان سوفي سون نزار مازال نزارنو غال ضرورنا السكا مسلاي غاف ثمورثي شاوين غاف ثمازيغ غاف يوث تمليليث راديلين أسن 30 كوكور كويذن لا ذاكيغ ذي مونتروي عطاس القديش راديلين وثيك التاكي عطاس تدوك لي وين لدغا الشاويين يديه كان ثمليلي ثاكيا ديلين عطاس شنينا ردي روحنا كسيت موران تمازغا أما سيت مورث نشاويين أما سيت مورث تونس ثمورث قبايليا أديني ذا نيوثن تمزيكين تديو غالو مسلاي ذا غنغا في المضارة مقرن نقدران أقول وذي تروزنا فلاد ذي ثماث تكو تشحال تيكالي دي مسلاي في لسن أد مسلاي ذا غنغا في تنسلم تم طرفوت من زمراس نسميها كا الفاشيزم أقول الوهابيزم أد مسلاي وذي نفقاون لنا يديه كان وذا ريتسكين ذي القريشاكي ماش صابري قادا زول فلاش زول أما كان هاد المسلاي ذا غنغا قد مسا عبد الكريم غزالي زول فلاش زول غاد نتارا دي مسلايين غاف الوهابيزم او الفاشيزم ذي تزوره غا كان هاد المسلايه هاث الا شحال تيكا القديش كاكيس الصغوري شاويين تيك التاكي ولا ما كني غاديون القديش مقرن طاس يلوني دوك المعاث ايوا كنا تخدمن ثملي ثاكي يتسرى من تم قراث راه ديرناها تم كان يشاويين ذاك دي فرنسا ثملي ثايا هاخذاني شاويين حسن لان القبائل لان لي تواريق لان امزابيين وثملي ثايا هو سيد خاطر ماكش غير c'est une réaction par rapport à ce qui s'est passé le 13 novembre ici en France. Veillez ثمورثايا en France, on partage un territoire pacifique dans lequel nous devrions être dans l'amour et dans la résistance au lieu d'être dans la barbarie. Et en tant que berbères, nous avons voulu réagir, non pas par les larmes et par les pleurs, mais par la réaction la plus vive, c'est-à-dire la fête, la musique et l'amour. أكيد سمامس لا جورني امور ريزيستونس مقبله دوغال غارم داكلنا اذا كان يدينا مي تختار دي وكانت تقيمط لفساكي دوسياد سوفارنو ساكي ما نزمر سنسميه كاكي. Voilà, j'ai une identité à laquelle je peux pas casser mon identité. Elle s'impose à moi. Je me trouve très très beau. Je suis très très bien dans mes habits. Mes habits, peut-être, ils datent de plusieurs siècles, mais je les trouve toujours magnifiques, fantastiques. Chez Felguest, voilà, mes ancêtres étaient des semi-nomades, c'était des bergers. Ils fabriquaient des choses magnifiques et je voudrais rester sur les choses qui sont magnifiques, pacifiques, où il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de travail. Et c'est Tougourt. Faya, c'est Tougourt, c'est une femme black qui a fabriqué ça. Comme ça, nos amis doivent comprendre une chose. Qu'on n'est pas tamazirt par une définition absurde, mais nous avons beaucoup de recherches à faire, nous avons beaucoup de travail à faire, et nous sommes très nombreux, et pas en milliers, mais nous sommes en millions au niveau de l'Algérie. Et puis cette femme qui est black, chez moi, dans le pays chaoui, des fois, on m'interdit mon identité amazir, et cette femme-là qui est de Tougourt, elle est black, j'aime les blacks. Voilà, elle, au moins, elle s'est revendiquée amazir, etc. Et sa revendication amazir n'est pas une revendication politique, mais c'est un être, c'est une existence. Voilà. Très bien. هاد المسألة إذا نقول مسا كما زالي مقبل هاد نوغال الوهابيزم الفاشيزم بغير تزوار هاد المسألة شطوح غا في مازيغ ديك سكواسنا كي نقولها نحوسا ماكنيا توغال ثلاليث نظني في مازيغ سي مورثنا الماروك توغال لونغ اوفيسيال دي الجزائر تسنى لونغ اوفيسيال ولا دي ليبيا مازال راه تسناني مازيغا دي تونس ولا غادا سنولاي مازيغ من تونس نحولفا ماكن في مازيغ خاص مازال تفريد يضول ماش تعاود تفادي مانيس تعاود ثلاليث نظني في موران تمازيغ. Nous sommes dans une phase de prise de conscience généralisée dans toute l'ère qu'on appelle Tamazra, qui va de Siwa aux îles Canaries. D'ailleurs, vous avez oublié Siwa et les îles Canaries. Je crois que c'est un signe positif parce que le combat de dizaines, voire centaines, avant d'être des milliers et des millions d'Algériens dans les années 80 et même dans les années 70, finalement, il a abouti à quelque chose d'intéressant.
c'est cette prise de conscience qui transcende les frontières nationales et qui touche toute l'ère dite amazigh, qu'on appelle Tamazgha. Et nous sommes dans une phase, à mon sens, de renversement des valeurs. C'est-à-dire le retour à l'identité originelle ne signifie pas retour à un chauvinisme fermé. Au contraire, c'est une ouverture de la mazirité, de la berbérité, telle qu'elle s'est exprimée dans les différents moments du combat identitaire et linguistique, s'imbrique et s'intègre aisément dans le combat démocratique, dans le combat de l'universalité. y compris chez les Chaouis, parce que des fois قارن الشاويين خدمنا على الطاس مرن وليه ثاني لا القديش خدمنا قدشنا في مزيغ. Je crois qu'il ne faut pas brusquer les choses. Laissons les choses venir d'elles-mêmes. La conscience ne s'impose à personne. La conscience nationale des Algériens pour aller vers le combat libérateur d'indépendance a pris du temps. Le combat pour la conscience identitaire et linguistique va prendre du temps. La reconnaissance de Tamazigh en tant que langue nationale, puis en tant que langue officielle, n'est pas la fin du combat. Le combat, c'est quand l'être amazigh, le citoyen amazigh, devient réellement libre et pourra à ce moment-là exercer et pratiquer et vivre son identité librement sans contrainte aucune. Ça, c'est un combat qui est encore long. Pourquoi? Parce que tant que l'amazirité n'est pas sortie du folklorisme, on est loin du but. Et puis, il قد أذرنا جد نوسع نجري مزيغا نتمزغا. On a l'impression qu'il n'y a pas encore assez de liens, il n'y a pas encore assez de travaux qui sont faits par tous les Amazirs. مازال كل يوم يخدم لكم كنيس. Les Amazirs ne sont pas libres parce qu'ils ne détiennent pas les moyens d'information. C'est pour cela que tout le travail qui se fait dans une aire géographique, dans une ethnie, n'est jamais favorisé. C'est pour cela que les gens, ils disent, par exemple, ils disent que les Chaouis dorment. Et s'ils dorment, ils font des rêves quand même. Et ouais. Et ils disent que les Touaregs dorment, pourquoi il n'y a pas de réaction, quand les Mouzabites font un combat, ils ne sont pas soutenus et tout. Parce que quand même, il ne faut jamais oublier qu'il y a des structures de pouvoir d'un État usurpateur. Ils ne voudraient jamais mettre en relief le combat de la population amazigh. Et c'est pour cela qu'on n'entend pas parler du combat dans un village, par exemple. Actuellement, il y a un combat magnifique qui se passe à Bouhmar pour empêcher l'implantation des cimenteries qui va détruire l'environnement. Le combat de l'environnement est un combat universel, mais personne n'en parle. Qui des Kabyles, des Chaouis, des Mouzabites, etc. entend parler de ça. Heureusement qu'actuellement, il y a Facebook, les réseaux sociaux, etc. et on fait passer l'information. Nous, on en a parlé. Hein. Oui. Mais les Kabyles, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que les Chaouis ont trop longtemps dormi. On n'a pas besoin d'un tribunal. On ne dort pas, on n'a pas pris de cachet. On existe depuis longtemps. Mais maintenant, on est en train de nous imposer. Et nous disons à nos amis Mouzabites, Kabyles, Touaregs, etc., les Chaouis, vous dites que les Chaouis dorment, là, on est réveillés, venez nous soutenir. Écoutez, on taxe les Chaouis de régions un peu arriérées par rapport au combat identitaire. Ce qui est vrai, c'est vrai. C'est pas un mythe, c'est une réalité. Mais cette réalité, elle est objective. La région des Aurès a toujours... Quand je dis l'Aurès, je parle du Grand Aurès. Le Grand Aurès, ça transcende le massif. Ça va jusqu'à Soukharas, au-delà de Biskra vers le sud, jusqu'aux confins de Sétif vers le nord-est. Toute cette région-là, elle a été marginalisée pendant longtemps. C'est une région qui a été déjà à l'époque coloniale, française pour ne me limiter qu'à ça. Et même si je remonte à l'époque romaine, elle a été colonisée au sens physique du terme. Ça veut dire l'être a été écrasé, contrairement à la Kabylie. À l'époque romaine, la Kabylie n'était pas aussi écrasée que ça. À l'époque française, si, la Kabylie a souffert énormément. Seulement, les Kabyles avaient une ouverture vers la mer, vers la France, vers l'immigration. Et c'est là où les Kabyles se sont quand même abreuvés des valeurs de la Révolution française, des valeurs modernistes, des combats du syndicalisme, etc. Ils sont les fondateurs de l'étoile nord-africaine, ne l'oublions pas. Les Chaouis, non. Ils n'ont pas participé
à cette dynamique pour que la prise de conscience de soi et en soi arrive un peu plus tôt. En plus, après l'indépendance, le pouvoir a tout misé sur les Chaouis pour les écraser en les valorisant, mais à tort, c'est-à-dire une fausse valorisation. Vous êtes les meilleurs, vous êtes les héros. Le déclenchement de la révolution a commencé dans les Aurès. Écoutez, l'Algérie a été libérée par tous les Algériens, pas uniquement par les Chaouis ou les Kabyles. C'est pourquoi il y a une nation. Deuxièmement, la prise de conscience de Tamazight va avoir lieu et au niveau national. Aujourd'hui, quelle est notamment langue officielle? Il y a juste un autre point, et puis on va revenir à la conférence. Vous avez parlé tout à l'heure des cimenteries. ثلاث مسالتين نلغن ودي ترزونا فلاد الطاس دي تكوت مسليت فلاس شحال انتكال لي غافاج دو لا سيليكوس تخن داغن فلاس يموت مسلي راه الطاس داغن غاف تواغي تاكي حوزه الطاس يمزداغن طماطني. Oui, les ouvriers, nous épousons la cause des travailleurs, ceux qui ont une intelligence manuelle. Et nous disons que les travailleurs là, de la pierre, les tailleurs de pierre, en Algérie depuis 1962, quelles sont les perspectives pour un Chaoui? Il y a l'engagement militaire, et il y a l'engagement militaire. Bon, c'est pour aller apprendre à tuer et mourir. Et puis, il y a la taille de la pierre. Mourir autrement. Mourir autrement, c'est une forme de suicide. C'est des gens qui ont tellement faim qu'ils acceptent n'importe quel travail. Et ils savent qu'ils vont mourir. Il y a d'abord le disque qui arrive de Chine et qui n'est pas conforme aux valeurs universelles, puisque les ports algériens, c'est des ports de trapendo et il n'y a aucun contrôle. Et deuxièmement, la pierre qu'ils travaillent, maintenant, et voilà. Voilà, et ces tailleurs de pierre-là, pour nous, c'est des haragas dans le minéral. Il y a les haragas dans l'eau qui prennent une barque. Les tailleurs de pierre, c'est des haragas dans le minéral. Et l'État ne répond pas parce qu'il ne peut pas répondre médicalement, on le sait. Les gens viennent se soigner au Val-de-Grâce pour des petits pépins. Et en deuxième, ils ne peuvent pas offrir des conditions honorable et honnête pour que les gens n'aillent pas tailler cette pierre. Si j'ai bien compris, il y a beaucoup de familles qui vivent de ça en fait. Écoutez, la situation des tailleurs de pierre de Tkout, qui est un fief du combat identitaire, ne l'oublions pas. La réalité de ces gens-là traduit de façon claire et manifeste la réalité de la région des Aurès en général. C'est la paupérisation, on dirait volontaire et programmée, pour que ces gens restent sous la botte d'un régime qui veut les opprimer et qui veut les garder sous ça. C'est pourquoi nos frères kabyles disent que les Chaouis ne se réveillent pas comme il le faut. Écoutez, pour s'éveiller, il faut avoir les instruments de l'éveil, il faut qu'il y ait une gifle. Pour ça, et notamment cette histoire. On va parler aussi et puis après on reviendra sur le programme. Il ne faut pas qu'on oublie de donner quand même le programme. Mais on va justement aborder le programme avec la conférence. Pourquoi vous avez choisi, je vous pose la question à vous, d'intégrer comme ça une conférence sur le wahhabisme et le fascisme dans cette journée Amour-Résistance? Au-delà... Je peux répondre. Je m'excuse. Allez, Maître. On y va. Arrête. Non, si. Allez, on y va. Voilà. J'interviens parce que je suis organisateur. Voilà. C'est légitime. Voilà, j'interviens parce que je suis organisateur. Cette journée Amour et Résistance est une réaction à ce qui s'est passé à Paris le 13 novembre. Le 13 novembre, à Paris, là où on vit, on a subi un acte fasciste dont les racines sont plongées dans une idéologie religieuse qu'on appelle le wahhabisme. Et c'est pour cela qu'on a fait appel à l'éminent journaliste pour lui demander de nous éclairer sur le wahhabisme et sa relation avec le fascisme et sa facette fasciste. Et c'est pour cela que cette conférence a été programmée dans le cadre de cette journée. Et on espère, parce que M. Rzali Abdelkrim, qui va nous honorer de sa présence et nous éclairer, nous mettre sur la voie de l'amour et de la résistance. Parce que lui, il a toujours été dans la résistance, et il est dans la résistance par l'amour. Très bien. Alors, donc le lien entre le wahhabisme et le fascisme, on va juste dire quelques mots et on ne fera pas la conférence. Comme ça, les gens viendront nous voir
Non, non, c'est juste contextualiser Voilà. le débat. J'espère que je ne vais pas tenir le crachoir pendant longtemps aussi, la Oui. conférence. J'aime lancer des têtes d'affiches et puis c'est le débat qui va éclairer. Voilà, le débat. Je crois que le rapport va de soi. Qui a écrasé l'identité algérienne? Parce qu'aujourd'hui, au-delà de l'identité amazigh, l'identité algérienne est en train de partir à volo. Qui en est le responsable? C'est le wahhabisme. Et les Algériens sont responsables parce qu'ils ont prêté le flanc. Vous avez demandé à Qada pourquoi ces vêtements. Justement, je crois que c'est une façon de dire, de résister en portant des vêtements qui expriment une identité par opposition à une tenue qui est en train d'envahir non seulement l'Algérie, mais tout le Maghreb. Non seulement tout le Maghreb, mais tout le monde musulman. Au-delà du Moyen-Orient, je parle de l'Arabie Saoudite et je parle de la presqu'île arabique, qui est le berceau du wahhabisme, qui nous a exporté sa culture, ses tenues vestimentaires et son mode de pensée, qui est le mode de pensée réactionnaire et fasciste et fascisant. Le rapport va de soi. Je crois que cette conférence s'inscrit dans ce combat pour l'amour et la résistance, dans ce combat identitaire pour faire face à un phénomène idéologique qui risque de faire disparaître le fait national algérien avant de faire disparaître l'identité amazigh. Alors, l'expansion, j'allais dire l'arrivée du wahhabisme en Afrique du Nord, on va le dire comme ça, c'est dans les années 70. Comment c'est fait là? C'est petit à petit? Ben là, on va rentrer dans la conférence. En quelques mots, voilà. Oui, ça s'est fait petit à petit, mais à coup de milliards. Selon certains chercheurs et spécialistes qui se sont penchés sur la question, l'Arabie Saoudite, depuis pratiquement les années 70, a dû dépenser 80 milliards de dollars pour faire le prosélytisme au wahhabisme, pour que le wahhabisme devienne l'idéologie de tous les États musulmans. La majorité des pays musulmans au lendemain de l'indépendance ont eu des orientations globalement socialisantes dans le bloc soviétique ou carrément qui se disent qu'ils se veulent modernistes comme la Tunisie, c'est le bloc occidental, mais tout ça n'arrange pas l'Arabie Saoudite. Tout ça n'arrange pas le régime wahhabite d'Arabie Saoudite et des régimes de la presqu'île arabique. Il fallait qu'ils se mettent sous la botte du wahhabisme. Et ça a marché. Et ça a très très bien marché. Aujourd'hui, les femmes algériennes ne portent plus le haïk, ne portent plus le mlaya, qui sont je parle des femmes qui se voilent. Hein. Oui, oui. On avait le haïk, on avait le mlaya. En Kabylie, il y avait les tenues kabyles traditionnelles. Chez les Chaouis, il y avait le bkhnouk, qui est une sorte de cape que portaient nos vieilles mères, ou ce qu'on appelle le arrouge, qu'elles mettaient sur la tête, mais jamais le voile tel que proposé par les wahhabites. Ils font comment, notamment aujourd'hui? Comment ça se passe? C'est dans les mosquées, c'est les écoles, c'est les chaînes de télévision qui sont nombreuses. Comment on arrive justement à exporter et à implanter cette idéologie wahhabiste? C'est un très long débat, mais en quelques mots. En quelques mots. En quelques mots, ça commence par ce qu'on appelle Ahl al-Dawa. C'est des prédicateurs qui vont dans les mosquées. Ça a commencé dans les années 60. Ils ont réussi à m'embrigader dans les années 60 et je les ai suivis. Ahl al-Dawa, c'est des gens qui vont de mosquée en mosquée, qui invitent les gens à leur apprendre les préceptes de l'islam. Ça commence comme ça, qui refusent d'apprendre les préceptes de l'islam. Mais petit à petit, avec un travail psychologique, avec un travail de propagande, et puis parce qu'après, ça ne sera plus les mosquées, parce que les mosquées en général sont contrôlées par l'État. En général, avant qu'on commence à construire des mosquées et qu'on laisse en chantier, parce que les mosquées en chantier ne passent pas sous la tutelle du ministère des Affaires religieuses. Je ne sais pas si c'est le cas au Maroc et en Tunisie, mais en Algérie, c'est le cas. Et puis, on va dans les quartiers, on crée des halaqat. C'est des cercles de discussion et de débat. Et puis, on commence carrément à soudoyer les gens à coup de millions. Et c'est comme ça qu'on crée une armée qui est capable de tout pour changer. Le rapport de force change petit à petit. On s'intéresse, et puis je reviens vers vous, aux jeunes. On va voir les jeunes, comment ça se passe. Vous avez dit dans les années 60, ils ont pu vous approcher. Comment ça se passe? On va voir les jeunes, comment on discute avec eux? C'est des gens qui se cherchent. C'est des jeunes, tout à fait. Parfois, c'est des gens. J'avais 14 ans, 13 ans quand ça a commencé.
Ils sont venus vous voir, vous parler. Oui, on se cherche, on veut s'affirmer. Et puis tout d'un coup, il y a des gens qui s'intéressent à nous. Et puis tout d'un coup, il y a des gens qui nous prennent sous leur aile. Des gens qui nous considèrent comme des gens importants. Et puis, mieux, ils nous donnent la parole. On prend la parole dans une mosquée. Et là, on devient important. Dans nos petits quartiers, on sort de l'anonymat. Ça valorise. Sur le plan marketing, ils ont réussi. Manifestement, ils sont très très bien conseillés. Et je ne pense pas que ce marketing soit l'œuvre de quelques bédouins. Très bien. Tout ce qu'il dit aussi sur les quartiers, on peut parler de la même chose ici en France aujourd'hui. On a parlé d'Algérie. Aujourd'hui, c'est pareil. En France, on a l'impression qu'on reproduit la même chose qu'on a reproduit, ce qu'on a Sauf produit qu'aujourd'hui, il y a Internet. Aujourd'hui, en plus de ça, voilà, il y a Internet et les réseaux sociaux. Il y a un grand révolutionnaire, des gens ne l'aiment pas, c'est leur problème. C'est Léon Trotsky qui dit pour détruire l'intelligence, il faut ériger un mur de médiocrité. Moi, j'ai eu la chance de connaître des gens, des islamistes, de vrais islamistes, ici dans les banlieues, et ils m'invitent, j'ai des rapports familiaux peut-être avec eux, et quand je vais chez eux, ils n'écoutent pas la musique, ils n'ont pas de culture musicale, ils n'ont absolument aucune culture, c'est-à-dire que ces gens-là, ils sont au bord du précipice, ils vivent dans le vide. Et l'être humain, il a horreur du vide. Il veut qu'on lui donne de l'importance. Il veut vivre. Nous sommes sur une planète. Il lui faut des conditions d'existence. Il lui faut, disons, des objectifs, des buts, etc. Et ces gens-là, devant ce vide, ils sont prêts à suivre n'importe quel prédicateur pour arriver à assouvir certains besoins primitifs dont parlera Maître Abdelkrim dans sa conférence. Bon, j'ai dit maître comme ça, voilà. J'ai le droit d'être un peu libre, je suis un nazir, non? Voilà. Parce que quand vous parlez, je suis totalement voilà. Et ces gens-là, ils ont besoin, parce qu'il y a un besoin d'exister. Et ce besoin d'exister-là, il doit se traduire en général par des actes. Même c'est des actes barbares. Bon, il y a des gens qui disent je réfléchis donc j'existe. Il y en a d'autres qui disent je détruis donc j'existe. Voilà, c'est toujours dans la même sphère de l'existence. C'est-à-dire que dans ce tableau-là, pour exister, qu'est-ce qu'on doit faire? Très bien. Et je vais plus loin. Je dirais même que c'est des cas psychologiques, des gens qui ont manque d'affection. En général, des gens qui ne vivent pas en couple, qui n'ont pas connu l'amour, qui n'ont jamais été dorlotés, qui n'ont jamais été baisotés, qui n'ont jamais été aimés, qui n'ont jamais été considérés. Alors, tout ça, on va revenir dans la conférence, mais juste, il nous reste 2-3 minutes et puis on reviendra pour le programme. D'abord, pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens se demandent pourquoi la France continue à avoir des relations diplomatiques, commerciales avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar, pareil les États-Unis, quand on sait que cet État a mis beaucoup d'argent justement pour arriver où on est aujourd'hui. C'est pas possible aujourd'hui de couper avec l'Arabie Saoudite? Si la France ne s'immisçait pas des affaires des autres pays, j'aurais dit que c'est une affaire franco-française qui ne m'intéresse pas. Mais la France est responsable du chaos libyen, entre autres. La France, l'Angleterre et d'autres pays. Mais c'est une affaire d'intérêt matériel, d'intérêt économique, d'intérêt géostratégique. Mais la France n'a rien à foutre de ce qui arrive en Libye ou de ce qui arrive en Syrie. Ce qui l'intéresse, c'est ses intérêts. Et je comprends la France, c'est de bonne guerre, c'est tout à fait normal. Sauf qu'elle en paye le prix. Mais comment s'en sortir? Et puis on terminera par le programme, mais le reste, il sera donc dans la conférence. Vous êtes sorti de ça, vous étiez en brigadier à 14 ans, vous avez dit. Quand on voit les jeunes aujourd'hui, il y a aussi Internet, il y a tous ces réseaux sociaux. C'est jamais trop tard quand quelqu'un est pris dedans, on peut quand même le récupérer? Non, écoutez, l'extrémisme, on ne pourra jamais l'anéantir, l'abolir, il y aura toujours des extrémistes. Mais que l'extrémisme devienne majoritaire ou devienne la tendance lourde dans une société, ça c'est très grave. C'est-à-dire qu'il y a absence d'État.
Il y a absence d'une société civile. C'est-à-dire que la société a accepté de se soumettre au diktat de l'extrémisme ou de l'idéologie extrémiste, qu'elle soit islamiste, qu'elle soit fasciste ou de toute autre obédience. Moi, je pense, pour qu'on s'en sorte, pour qu'on mette, du moins qu'on freine l'expansionnisme de ces courants extrémistes et violents, je crois que l'État doit changer de fusil d'épaule et doit mettre le paquet double et doit prendre en charge ce phénomène sérieusement et le combattre par tous les moyens. Si je me limite à mon pays, je peux parler librement de mon pays, l'Algérie, l'État doit cesser de faire des concessions aux islamistes. Sur tous les plans, parce qu'en faisant des concessions, qu'ils gagnent de terrain et qu'ils avancent et qu'ils piétinent, y compris sur les prérogatives de la puissance publique que représente l'État. C'est à l'État de prendre en charge ce problème sérieusement et d'y mettre un terme, et de mettre un terme au prosélytisme, et de mettre un terme à l'expansion de la pensée, de la matrice du terrorisme et de l'extrémisme, qui est le wahhabisme. Très bien. Et puis un dernier mot peut-être sur la journée. Comment va se passer la journée, si on peut avoir une idée sur le programme? Voilà, une idée sur le programme. Nous, dans cette journée, on a voulu mettre toutes nos tripes. On a voulu mettre toute l'identité, c'est-à-dire on a voulu que cette journée-là réellement touche les gens qui viennent. Voilà. C'est pour cela qu'on a choisi de faire des expositions, des conférences, théâtre et un concert. Parce que concert tout seul, ça ne suffisait pas, théâtre tout seul, ça ne suffisait pas, conférence, etc. On a voulu que cette journée-là soit pleine, une expression multicolore, multifacette de ce qu'on pouvait exprimer nous-mêmes. Eh ben, dans ce programme, d'abord on l'a appelé journée, et pourtant elle commence de 16h jusqu'à minuit. Si on avait les moyens, on pouvait faire une semaine. Mais les moyens, logistiquement, on est un peu... Voilà. On a commencé, on a des expositions, 3 expositions. Calligraphie à Mazir de Nadir Jbar. C'est un artiste chewi qui a commencé à faire ce travail depuis 40 ans, mais personne ne le connaît. Et il fait des tableaux antifinaires, mais personne ne sait que ce Jbar existait. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est un mec qui a faim, je vous l'assure. C'est quelqu'un qui vit à Inkercha, dans la wilaya de Moulbougui, et c'est un mec qui vit dans la pauvreté absolue. Il y a aussi Najib Aidoud qui fait un très très bon travail sur le cuivre. Nous aurons aussi un Tergui qui va nous proposer sa bijouterie. Nous aurons un Kabyle qui va présenter des travaux. Aussi, il y aura une vente de disques et tout. Après, la conférence. La conférence, ça c'est la matière grise brute. C'est-à-dire, si on arrive à avoir du monde sur la conférence, ça veut dire que nous, autres Amazigh, nous sommes sauvés. C'est-à-dire que les gens viennent pour écouter et pour dialoguer. Ça, c'est très très important. Avec Ghazali Abdelkrim, il y aura du théâtre et c'est pour la première fois dans l'histoire, je ne dis pas du monde, mais dans l'histoire des Chaouis, qu'un monologue en langue chaoui passe en Europe et sorte de la région chaoui. Très bien. Et puis il y a le concert, il y a un plateau phénoménal avec Bel'id Branis, qui est kabyle, Amirouche le chaoui, Thigri Ouzar, c'est les sœurs Amouri. Sœurs Amour. Amour, oui. Ça c'est une chorale. L'Azhar Aïf, qui nous vient de Djerba, de Tunisie, qui va chanter en berbère. Izli, c'est des Msab, Izli, Hamma, Hamma c'est un Touareg. Il y aura une chorale aussi, une chorale kurde, c'est des filles kurdes, parce qu'il ne faut pas oublier Kobani. Chez les Kurdes, il y a un combat antifasciste exceptionnel. Et c'est les femmes qui l'ont prise en charge. Voilà. D'accord. Et après, il y a Hamid Daas, le Très bien. Chaoui. Donc, je rappelle juste pour nos téléspectateurs, parce qu'on arrive à la fin, donc c'est toute la journée du 30, ça se passe ici à Montreuil, la salle La Parole Errante, 9 rue François
du Berg à Montreuil, métro Croix de Chabot. C'est presque gratuit, c'est 5 € les frais de participation, j'imagine, juste pour essayer. C'est pour rembourser la sonorisation. Voilà. Donc l'exposition démarre à 16 h. La conférence, donc avec notre invité Abdelkrim Ghazali, c'est à 17 h 30. Le théâtre, c'est à 18 h 30. Et puis à partir de 19 h 30 jusqu'à minuit, il y aura donc le concert. Mais là, vraiment, الخميس تلقدي شي جرزن سواطاسي اللي كان دي كروات دو شافو غفربان تمديث ارما ذا 12 ديكيف سعير ثرغوري وقيت في كذا كيمي الا ذاكيني الا ذا غن فوالا وين يبغى نادي ذينا مثل الماكله ما الا فما تشمتكم مكان اما ذويد يزامن اما ذويد نزامرا غا فربعه ارما 12 ديكيف هي ذي كروات شافو لا باروليغون تنمير ثاطاس الملي لا يدكي غاسن 30 جوان 30 تنمير ثاطاس تنمير ثغري شحال يوكذوذ ني مزيغان كل مزيغان انشغري ذا شحال مقران باش هاديني غيسمى à toute la population amazigh que je vous aime beaucoup et que on n'est pas près de disparaître. تنمير ثنوني سينيدون القريشي هي غادي يكمل السنه 30 يونيو ذا كويذن لا ذاكي غي ذي كروات شافو لا بورتيرون ترا فربعه تمديث ارما 12 دقيقه تنمير تيمي تقيميذنا ولا مساكيا مسليدي في مورثي شاويين قمت ذوين مربر تلفزيون جاكني في الويت ارتي ملكيث